Maison commune pour les 2 millions d'habitants de la capitale française, l'Hôtel de Ville de Paris est une véritable ruche. 1000 employés y travaillent quotidiennement et 163 conseillers siègent au Conseil de Paris 11 fois par an. Véritable musée à ciel ouvert, on dénombre 273 sculptures sur ses façades. Organisé autour de 2 cours intérieures, le bâtiment compte 600 pièces, dont 30 000 mètres carrés de bureaux et 2300 mètres carrés de salons de réception, couverts par 44 000 mètres carrés de parquet. Il faut parcourir 7 km de couloirs pour en faire le tour. Avec ses 155 mètres carrés, le bureau du maire est plus grand que ceux du président de la République et du Premier ministre. Palais de tous les superlatifs, il a pourtant connu une histoire tumultueuse. Mars 1871. La colère gronde dans les rues de Paris. Assiégée pendant tout l'hiver par les Prussiens, la capitale française a survécu tant bien que mal. Après les souffrances endurées, les Parisiens n'acceptent pas l'armistice signé avec la Prusse et se méfient du gouvernement qui s'est replié à Versailles. Leur peur, c'est de voir les royalistes revenir au pouvoir. En réaction, Paris connaît une période insurrectionnelle, la Commune. Elle va opposer l'armée régulière de Versailles aux émeutiers parisiens. Cette guerre civile va durer plus de 2 mois, du 18 mars 1871 jusqu'à la Semaine sanglante en mai de la même année. En plein milieu de cette Semaine sanglante, on est le 24, l'armée régulière a pénétré à Paris essentiellement par l'ouest, elle remonte comme un rouleau compresseur vers l'est de Paris et évidemment au milieu, il y a l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, c'est le centre du Conseil de la Commune, donc c'est le gouvernement de la Commune. Et puisque la Commune est vaincue, eh bien on va faire la politique de la terre brûlée. Symboliquement, on va détruire l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville va brûler pendant 1 semaine. L'Hôtel de Ville, c'était une charpente en bois, il y avait beaucoup de bois. Hein. Il y avait aussi beaucoup d'archives, il y avait beaucoup de papier. Donc évidemment, le nourrissait l'incendie. Seuls les murs et les arches en pierre de taille résistent aux flammes nourries par les explosifs entreposés dans le bâtiment. Les étages supérieurs, les plus proches de la toiture supportée par une charpente en bois, s'effondrent comme un château de cartes. Tout va disparaître, y compris l'état civil des Parisiens, toutes les œuvres d'art qu'il y avait à l'intérieur, tout ça part en fumée. La ruine est impressionnante, il ne reste que des murs. Au matin du 25 mai 1871, l'Hôtel de Ville n'est plus qu'une carcasse noircie. Proclamée le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, la Troisième République va mettre 5 ans à s'imposer. Mais à Paris, la ville se dote rapidement de représentants. Dès juillet 1871, le conseil municipal décide de reconstruire l'Hôtel de Ville. On refuse de conserver les ruines comme une espèce de musée des horreurs, en quelque sorte. On estime que ce n'est pas digne de la municipalité, ce n'est pas digne de Paris. Et pendant un temps, s'est vraiment posé la question de ce qu'on devait en faire. Devait-on repartir de zéro, sur une nouvelle conception, ancrée dans le 19e siècle, ou devait-on rendre hommage à cet extraordinaire bâtiment de la Renaissance construit au XVIe siècle? Un concours est ouvert, dont la clôture est fixée au 31 janvier 1873. Ce concours va mettre en concurrence 69 architectes, des architectes prestigieux. Le 10 juin 1873, les lauréats sont désignés. Il s'agit des architectes Théodore Balue et Édouard Depert. Le premier a déjà beaucoup travaillé pour la ville de Paris. Il a restauré la tour Saint-Jacques et construit de nombreuses églises. Il a déjà collaboré avec le second lauréat, Édouard Depert. C'est, si j'ose dire, une fine équipe. Et surtout,
Ils ont probablement gagné parce qu'ils étaient complètement dans la logique du concours. Le concours était quand même assez contraignant. Si le jury a choisi leur projet, c'est qu'il répond parfaitement au programme imposé. Tout en conservant l'allure extérieure de celui qui a brûlé, le nouvel hôtel de ville doit aussi être plus vaste et plus fonctionnel. On demandait que soit ajouté à peu près 1830 mètres carrés. Donc c'était toute l'ambiguïté du concours. Reproduire très exactement la façade, mais aussi agrandir les espaces. Donc ça a été très ambigu. Le projet retenu prévoit la suppression des cours trapézoïdales centrales, l'installation d'escaliers à vis dans l'angle des cours, des pavillons d'angle aux dimensions élargies, le retrait de 6 mètres des ailes sur la façade et l'aménagement de sauts de loup, sorte de douve entourant l'édifice. Les travaux débutent en 1873. À la base, on demande aux architectes de restaurer ce qui peut l'être. Si certains pans des façades semblent encore tenir debout, ce n'est pas le cas du sous-sol. En fouillant dans les décombres, les architectes font de surprenantes découvertes. Il y a toutes sortes de traces de ce qui avait précédé, quelques fûts, quelques piliers, quelques morceaux de murs. Donc on est finalement sur une espèce de champ de ruines et qui fragilise ces anciennes bases de l'hôtel de ville. Les architectes ont tout simplement mis au jour les fondations du premier hôtel de ville de Paris. Son histoire remonte au milieu du XIIIe siècle, quand les Parisiens commencent à s'organiser pour gérer la cité et son commerce fluvial. Ces marchands, qui constituaient un groupe important au sein de la ville, voulaient établir un siège d'où ils pourraient gérer la ville, gérer la commune de Paris. Et c'était vraiment le premier hôtel de ville. Au fil du temps, cet ancêtre de la mairie de Paris, appelé la Maison aux Piliers, tombe en ruine. Au XVIe siècle, François Ier, roi de France, décide de bâtir au même emplacement un nouvel hôtel de ville. François Ier, c'est un roi qui, à l'époque, était très moderne, un roi bâtisseur. Et donc, il souhaite un hôtel de ville de style Renaissance, naturellement, puisque c'est le style moderne de l'époque, à la mode de l'époque. Il fait appel pour ça à un architecte italien que lui-même choisit, Dominique de Cortone, qu'on appelle le Boccador, la bouche d'or, peut-être parce qu'il avait une barbe blonde, ça, on ne sait pas. Et ce personnage va élever l'hôtel de ville, j'allais dire tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou en tout cas dans son noyau. L'hôtel de ville conçu par le Boccador est composé d'un seul corps de bâtiment à un étage sur rez-de-chaussée, flanqué de part et d'autre de pavillons carrés à 2 étages. Il comporte 2 arcades. L'une est fermée par une porte, tandis que l'autre, côté Seine, reste ouverte pour permettre le passage des piétons et des attelages. L'actuelle façade sur le parvis de l'hôtel de ville est une réplique de celle de la Renaissance. À ceci près que l'ensemble de l'édifice a été surélevé et entouré d'ailes latérales.